L'année dernière, on fait venir Philippe Etchebest, qui vient pas cuisiner, mais qui vient jouer avec son groupe de rock qui s'appelle Chef on the Gang. La première édition, effectivement, on dit ces stands, on va les faire en bambou. Et en creusant, qui sait faire des stands en bambou à l'époque? Personne. On s'est dit on va les faire nous-mêmes. Dire à des grands chefs, tu vas venir cuisiner une petite portion, tu vas vendre 5 euros, alors que tu as 3 étoiles. Bon, c'était un espèce de challenge. Bienvenue sur Comment faire kiffer les gens, le podcast qui plonge au cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe des artistes, entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, en apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode de Comment faire kiffer les gens. Aujourd'hui, j'accueille Aymeric Richard. C'est assez drôle parce qu'on est vraiment voisins. On enregistre à distance, mais je pense qu'on est à peu près à 200 ou 300 mètres de distance à vol d'oiseau. Donc voilà, je suis très très heureux de l'avoir aujourd'hui. Aymeric, c'est le cofondateur de Nomad Kitchens, mais surtout du Lyon Street Food Festival, qui est un des plus gros festivals dédiés à la food en France. L'année dernière, c'était 45 000 visiteurs. C'est quelque chose comme 120 chefs et pâtissiers, enfin plus de 100. Il nous dira des recettes exclusives, des sessions DJ, live, vraiment un moment de kiff, un moment de fun. Depuis que j'ai créé le podcast, je me suis dit tiens, il faudrait que je les ai pour qu'ils nous racontent cette histoire. Et ce jour est arrivé. Ça va, Aymeric? Très très heureux de t'accueillir. Salut Morgane, super content d'être avec toi aujourd'hui, ça fait plaisir. Yes, parfait, dans cette journée grise lyonnaise, mais ça va, le temps va se lever. Explique-nous un petit peu du coup pour rentrer dans le sujet, parce que là j'ai fait un petit teaser de donc ce qu'était le Lyon Street Food Festival. Cette année, ça va être la huitième édition, c'est Ce sera ça? la 8e édition déjà, ouais, tout à fait. Yes. Et donc, comment Aymeric, qui, de ce que j'ai compris, a bossé à l'étranger dans le transport et dans plein d'autres choses, arrive à revenir à Lyon et créer le plus gros festival de food en France quasiment. C'est une C'est la longue question pour, histoire, pour c'est mettre une longue dans le histoire, bain. mais je vais vous la raconter. Effectivement, j'étais pas du tout prédestiné à ça. J'ai passé 12 ans avant ça dans une carrière assez, on va dire, classique, dans une grosse boîte de transport et de logistique qui s'appelle Géodis. Je faisais de la finance dans cette boîte. Je m'éclatais d'ailleurs dans mon boulot, c'était un boulot plutôt sympa. C'est un boulot qui m'a permis de pas mal voyager. Donc j'étais notamment 4 ans du côté de l'Asie, basé à Hong Kong et en charge de toute la zone Asie-Pacifique. Ça a à faire un petit lien avec la suite parce que Hong Kong, l'Asie, c'est le berceau de la street food. Donc il y a une petite connexion qui était déjà là. Euh, Ensuite, après cette période asiatique, je suis rentré à Paris et puis j'ai fait ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, qui est un truc que je pense font tous les jeunes hommes de mon âge. Vie parisienne, boulot stressant, qualité de vie en dégradation. Donc je me suis dit, il faut changer tout ça et retrouver une ville un peu plus sympa et un projet de vie un peu plus aligné avec moi. Donc j'ai démissionné et je suis venu m'installer à Lyon, notre belle ville de Lyon. Et puis là, très vite, les sirènes de l'entrepreneuriat m'ont un petit peu titillé. Alors à la base, ce que je voulais monter, c'était plutôt un événement culturel, mais autour de la musique. Moi, je voulais faire un festival de musique à Lyon. Mais bon, tout le monde sait que les entrepreneurs, avant d'arriver à boucler un projet, il y en a souvent quelques-uns avant qui vont pas au bout. C'était mon cas et au final, en avançant en parallèle, j'ai retrouvé un bon ami Thomas qui lui revenait des États-Unis et on s'est dit créons quelque chose autour de ce qu'on a vu de la food autour du monde, donc en Asie, aux États-Unis, et allons montrer un nouveau visage de la gastronomie à Lyon, qui a cette petite étiquette de capitale de la gastronomie. Nous, justement, on s'est dit, cassons un peu les codes, montrons autre chose. Ok. J'ai plusieurs questions qui me viennent. Quand est-ce que quand est-ce que tu es revenu à Lyon et quand est-ce que tu as démarré du coup ce projet-là? Et aussi, pourquoi pas la musique du coup? Alors, pour répondre à tes questions, je suis arrivé à Lyon il y a un petit peu plus de 10 ans.
on a fêté les 10 ans de Nomad Kitchens, donc notre agence food, fin 2023. C'était l'occasion d'ailleurs d'un super séminaire avec l'équipe. Donc une grosse dizaine d'années. On a créé l'entreprise Nomad Kitchens à peu près un an après mon arrivée à Lyon. Et entre-temps, il y avait ce projet de développement d'un festival plutôt musique. Après, la carte musique, elle est toujours un peu là parce que Mhm. notre événement Lyon Street Food, ça dépasse largement le cadre de la food et il y a notamment une dimension de concert et de musique. Il y a des concerts sur Lyon Street Food Festival tout au long du week-end. Ouais, j'étais là l'année dernière, c'est vrai que ça tabasse pas mal, enfin, ou en tout cas, il y a différentes ambiances et ça, c'est très cool. Et à l'époque, du coup, tu veux déjà te lancer par rapport à une carrière finance dans ce côté plaisir, divertissement, enfin justement faire bouger les foules par donc de la musique. C'est quelque chose qui est en toi depuis longtemps. T'as été peut-être musicien justement. Enfin, t'aimes les sensations que ça procure, tout cet environnement, j'imagine. Sinon, tu le ferais pas peut-être. Parce que c'est pas pour Ouais, l'argent que tu montes un festival de musique aujourd'hui. En tout cas, non, clairement pas. On pourra en niveau reparler si business tu veux, model. mais le modèle d'un festival, il est pas simple, c'est un vrai challenge. Non, effectivement, moi j'étais musicien, enfin je le suis toujours un peu, j'avoue que j'ai moins de temps. Je faisais de la guitare, donc j'ai eu l'occasion de jouer dans quelques groupes, de faire un ou deux concerts, mais je suis surtout un gros fan de musique, donc je pense que j'ai écumé tous les festivals de musique de notre beau pays et d'autres d'ailleurs. Donc c'est sûr, ça vient un petit peu de là, je pense. Ça vient aussi de ce que je te disais tout à l'heure, de ce qu'on a vu de la cuisine. Moi, je suis un épicurien aussi, hein, j'aime bien Mhm. manger, j'aime bien découvrir des nouvelles saveurs et tout ce qu'on a pu voir à l'étranger, je pense que ça nous a nourri, Thomas et moi. Thomas, c'est mon associé. Euh, dans la création de cette agence et ce festival. Et puis je pense qu'il y a quelque chose d'un peu plus fondamental, c'est que je te parlais de la crise de la quarantaine tout à l'heure. Il y a surtout cette envie de faire un job qui ait du sens. Et dans ce sens, je vois quelque chose de euh, aligné avec nos valeurs et surtout quelque chose de très concret. Mon job précédent, même s'il était très chouette, c'était dans une énorme boîte qui faisait des milliards d'euros tout autour du monde. Ce que j'adore dans mon boulot actuel, c'est que on imagine des projets, on les construit et puis on les voit éclore et puis on participe à ça, on le voit. Mhm. Donc cet aspect hyper concret, je pense, c'est aussi un des gros leviers qui m'a fait basculer du côté de l'entrepreneuriat dans l'événementiel. Ok, ouais, mais je peux comprendre tout à fait les sirènes, étant donné que moi, j'ai fait aussi de l'event et il y a une excitation qui est, je sais pas, sans nul, enfin, il n'y a pas de, je sais pas s'il y a d'équivalent à ces émotions que l'événementiel peut procurer, en tout cas dans la vie pro ou en tout cas les métiers qui tournent autour de ça. Euh, Tu commences par Nomade, du coup, en à peu près 2013, comme tu dis, ça, vous avez fêté les 10 ans. Donc Nomade, c'est une agence food, c'est ça qui sort un peu les chefs de leur cuisine et qui propose des prestations pour des boîtes, c'est ça, en street food, etc. Ou je suis complètement Exactement, à ouais, côté de la c'est plaque. non, c'est pas mal. C'est exactement ça. C'est une agence événementielle, donc on conçoit des événements autour de la food. On a une approche très décalée et le principe, c'est sortir les chefs de leur cuisine et les mettre sur le devant de la scène. Donc notre premier métier, quand on a démarré en 2013, c'était d'organiser des villages de restauration plutôt rattachés à des événements déjà existants. Mhm. Donc je pense à un de nos premiers événements, c'était un extra pour Nuit Sonore qui s'appelait All We Need Is Truck, avec des food trucks, fashion trucks, music trucks. Ok. Et puis de fil en aiguille, cette agence, elle s'est bien professionnalisée. On propose plusieurs métiers, donc on a gardé ce principe d'opérateur food and beverage. Ça fait un peu gros mot comme ça, mais en gros, c'est on déploie des villages de restauration dans des lieux, donc beaucoup sur des salons, au CIRA, à Eurexpo, un peu partout autour de notre métropole, dans des stades, au Groupama Stadium par exemple, on déploie 20-25 food trucks, on gère des bars et notre proposition c'est d'amener de la food un peu plus qualitative que ce qu'on a l'habitude de manger dans ces événements-là. Ça, c'est notre premier métier. De fil en aiguille, on nous a dit, ben, c'est super ce que vous faites.
déployer une offre pour les entreprises au format traiteur. Donc ça, c'est devenu notre premier métier finalement. On est traiteur street food. Donc on déploie des mini Lyon Street Food Festival dans les entreprises, dans les lieux événementiels, avec des chefs ultra spécialisés, bien souvent avec une variété de cuisine assez large. On va tout autour du monde. Évidemment, il y a les chefs spécialistes de notre cuisine lyonnaise, française, mais ça permet de proposer cette diversité-là. On est organisateur d'événements. Le Lyon Street Food Festival, c'est de loin notre plus gros événement, le plus gros bébé. Et puis, on appelle ça opérateur de lieu de vie, c'est-à-dire que tout cet ADN, tout ce savoir-faire, on le déploie maintenant dans des lieux qui tournent toute l'année. Donc l'Ascensoir, qui est un rooftop événementiel qui est situé à Confluence. Et puis plus récemment, Velcro, qui est un bistrot, café, vélo, situé sur les quais du Rhône. Yes. Donc un bel ancrage lyonnais pour tout ça. Moi, ce que je retiens, et tu peux peut-être m'en dire plus, c'est que par rapport à une offre traiteur dite classique, sans gros mots aucun, vous sortez un peu les chefs de leur cuisine. C'est pas des chefs traiteurs classiques. C'est des chefs qui ont peut-être leur resto, qui sont C'est ça. des spécialistes justement de street food et tout ça, que Ouais. vous mettez à l'honneur par vos événements, donc dans les entreprises, etc. Et même après, plus loin, on en parlera, mais au Lyon Street Food Festival. Ouais, c'est ça. En fait, on fait pas nous directement à manger. C'est un vrai métier. C'est un métier qui est dur d'ailleurs. Mais on va chercher, repérer des pépites chefs. Donc là, on parle d'artisanat. On est ultra attaché à ce qu'on sert, à la qualité, au discours, au bien manger, évidemment. Et donc là, on va chercher ces chefs-là, ces artisans-là. Et la proposition, c'est de venir cuisiner devant le public. Donc Enrique, qui est un chef mexicain, qui est le roi du tacos. Je parle du vrai tacos mexicain là. Ouais. On le sort de ses cuisines et il vient montrer sa cuisine et par sa cuisine sa culture. C'est ça la proposition en fait. Et il y a une notion de show cooking, c'est-à-dire que ouais, il va venir à minima faire un peu d'assemblage et cuisiner devant les invités. Ok, très bien. Donc ça, c'était la vision de Nomade à l'époque, qui est toujours celle-ci, j'imagine. Et quelle est la vision, enfin, quelle a été la vision originelle, le déclic, le moment, tu vois, de se dire, allez, on fait pas ce festival de musique que tu voulais faire à l'époque, du coup, parce qu'on s'est lancé dans Nomade. Mais par contre, parce que si je dis pas de bêtises, c'est 2016, la première Ouais, c'est ça, version ouais. du Lyon Street Food Festival. Voilà, quand est-ce que tu as l'idée, le déclic, la vision? Combien de temps ça prend à monter? Tu vois, vas-y, raconte-nous l'histoire un peu, parce que c'est Ouais, quand même une grosse machine. On a dit les Mhm. modèles économiques des festivals, c'est pas les plus faciles, même si on pourra en parler. Mais voilà, quelle est l'impulsion? En fait, c'est finalement assez simple. Moi, j'avais cette idée de créer un grand rassemblement populaire à Lyon, plutôt autour de la musique, mais c'était ancré là. J'ai pas mal travaillé sur ces sujets-là. J'ai vu beaucoup de festivals, donc j'avais déjà cette espèce de background-là. Et l'ADN de Nomad Kitchens, ça a toujours été ça, sortir les chefs, les montrer. Donc c'était à peu près logique de se dire, bon, à un moment donné, créons un événement qui va, à grande ampleur, montrer cette cuisine-là, qui était nouvelle. Hein, il y a 10 ans, street food à Lyon, il y avait 3 food trucks. C'était même potentiellement une mauvaise image du camion à pizza sur le bord de la route, quoi. Donc nous, il y avait cette volonté, on avait vu ça ailleurs, de le montrer et de dire, les gars, c'est de la cuisine qualitative, au même titre que plein d'autres restos à Lyon. Et puis surtout, on a identifié, c'est pas très péjoratif, mais que il n'y avait pas ce type d'événement, ça n'existait pas en fait. Ce truc d'aller sortir les chefs sur de la street food en France, En France, ouais. c'était le principe existait pas. Donc on s'est dit, ok, lançons ce festival, ce gros projet qui nous tenait à cœur. Et dès le départ, l'idée c'était, il faut que ça dépasse la food, il faut que ce soit qu'on amène notre public vers autre chose que de la food et donc de la culture, de la musique, et que ce soit pas un salon finalement, mais un vrai festival où les gens vont passer 4-5 heures
Ils vont bien sûr manger, ils vont bien sûr boire, mais ils vont aussi se nourrir l'esprit via des ateliers, aller kiffer un concert, etc. Ok. La Et genèse, c'est donc ça. là, la jeunesse, c'est quand 2014, 15 ou La avant? première, quand la 2014, en fait très vite, on a cette idée en tête. Hmm. Elle se concrétise en 2016, notamment sous l'impulsion d'une rencontre avec Cathy Bouvard, qui à l'époque gérait les Subsistances, qui est un lieu Ouais. magnifique à Lyon. Parce qu'évidemment, pour faire un festival, il faut un lieu pour l'accueillir. C'est la clé. Et donc on lui a exposé notre idée. C'était pas la première à laquelle on exposait, à qui on exposait cette idée. Elle nous a dit mais c'est génial, les gars, faites-le chez moi et je vais même vous aider dans l'aspect culturel de votre événement. Et c'est parti comme ça en 2016. Ok. Et ça, c'est la version résumée, mais comment on monte le Lyon Street Food Festival du coup à l'époque? Quelles ont été les étapes, peut-être les galères aussi, les victoires? Raconte-nous un petit peu. Ce qui est sûr, c'est que Si, ça a pas si t'as les mal changé. souvenirs, si t'as les souvenirs. Ah ben j'en ai plein. Alors là, Ah, ça va alors. on peut y C'est bon passer alors. 3 semaines sur les souvenirs. J'en ai, et il y en a Ah, évidemment vas-y, beaucoup. raconte-nous les Et plus marquants, c'est ça qu'on adore. L'un des plus marquants, c'est l'ouverture de la première édition en septembre 2016. Donc là, on a cravaché comme des fous. On a été chercher des chefs, monter des stands avec des bambous qu'on est allé nous-mêmes couper dans les monts d'Or. Enfin, il y avait un aspect do it yourself assez poussé sur cette première édition. Un des grands moments, c'est quand le vendredi soir à 18h, on ouvre cette première édition. On se disait bon on savait pas du tout où on allait. Hein. S'il y a 4-5 000 personnes sur le week-end, on sera content. Et quand on a ouvert les portes, il y avait parce que 150 t'avais mètres pas de de file billetterie en d'attente ligne. devant le. Non, il n'y avait pas C'était de billetterie billetterie sur en ligne place. à l'époque. Exactement. Donc là, on a vu le monde sur les quais de Saône qui attendait l'ouverture. On s'est dit, OK, peut-être qu'on a visé juste et que ce principe d'approche de la food, ça parle aux Lyonnais. Et donc ça, c'était un des grands souvenirs, mais il y en a 1000 autres. Vas-y, vas-y, moi j'ai le temps, hein. Allez, dans les très bons souvenirs, ce festival, dans notre prog, on va chercher des chefs parfois très connus. Euh, dans les très bons discours, les très bons souvenirs, il y a l'accueil de Mauro Cola Greco. C'est Ouais. 2019. Il vient de récupérer sa 3e étoile. Il a été élu meilleur chef du monde. On l'appelle au milieu de l'année, pensant que il sera évidemment pas dispo. Il nous dit OK, je viens et donc accueillir ce chef-là de cette stature-là cette année-là sur notre festival, c'était vraiment un grand moment. Et puis on a adoré l'homme dans les moments un peu sympas. Et c'est pour ça en fait qu'on fait ce métier-là. C'est 1 an et demi de préparation, un festival, mais c'est tellement de récompenses quand l'année dernière on fait venir Philippe Etchebest, qui vient pas cuisiner, mais qui vient jouer avec son groupe de rock qui s'appelle Chef on the Gang. Donc là aussi, ça a été beaucoup de travail de persuasion pour les faire venir sur l'événement. Et quand ils quittent la scène après un show qui était franchement génial, et qui me dit waouh, on a vraiment passé une bonne soirée, bravo pour le festival, j'ai jamais vu ça, c'est canon. Bon, ça c'est des récompenses plus. Ouais, c'est énorme. Ça c'est les bons souvenirs. Il y a aussi des souvenirs moins sympas, les Ouais, joies de vas-y. l'événementiel. Bah, euh, je pense à 2 choses. Je pense à Joe Star que j'accueille sur le festival, euh, très sympathique. Alors, on se demande toujours comment ça va se passer quand on accueille Joe Star sur le festival. Tout se passait bien. Je lui fais faire le tour de l'événement jusqu'à ce un visiteur vienne lui taper sur l'épaule pour prendre une photo, mais il le fait de manière un peu déplacée. Et là, j'ai cru que Joe Star allait le tuer, quoi. Il est monté dans les tours. Donc là, on était en plein milieu du festival, le jour de l'ouverture. Voilà, moment un peu particulier. Et ça s'est, je vous rassure, très très bien passé derrière. Hein. Donc ça, c'était, on va dire, des moments un peu rock'n'roll. Et si, le moment un peu compliqué, c'est l'édition 2022, si ma mémoire est bonne. Notre prestataire de Cashless, qui est un gros prestataire européen,
subit une panne au moment de l'ouverture des portes à 19h. Panne sur tous les événements en France. Mais du coup, plus personne ne peut Ne peut payer. charger sa carte cashless et on en vient à devoir fermer les portes du festival, ne plus accueillir notre public. Donc ça, c'est des moments durs où il faut compter sur la force de l'équipe pour réagir, aller au contact des festivaliers, expliquer, trouver une solution. Bon, ça s'est finalement pas si mal passé, mais on a eu peur, ouais. Ok. Ça me fait revenir à un peu au début, parce que vous avez votre activité donc de traiteur slash événementiel sur mesure pour faire sortir les chefs de leur cuisine. Tu dis que il y a à peu près un an et demi, voire 2 ans, à mon avis, de taf sur la première édition. Ouais. Comment vous avez fait tu me disais, voilà, on a coupé des bambous dans les monts du Lyonnais pour faire des stands. Vous étiez combien voilà, c'était quoi un petit peu les difficultés? Comment vous avez trouvé l'argent? Est-ce que vous avez gagné de l'argent? Tu vois, enfin, il y a plein de questions derrière sur la Ouais. genèse un peu de ça, quoi. Parce que Bah, ça part tu vois, du fait la de. jeunesse, c'était clairement, on était nourri à l'envie, à la hargne d'arriver à sortir cet événement. On l'a fait dans des conditions, ouais, très rock'n'roll. L'équipe, elle était petite à l'époque. On était 4 permanents. Hmm. Donc on l'a fait avec des bouts de ficelle. Euh, et depuis, on s'est largement professionnalisé. Donc aujourd'hui, c'est 20 personnes permanentes qui travaillent dans l'agence. On a 1 an et demi de préparation pour préparer cet événement. Et puis évidemment, on fait appel à pas mal de professionnels autour de nous, surtout les aspects techniques, programmatiques, etc. Donc au moment où on ouvre les portes du festival, il y a 400 à 500 personnes qui travaillent sur l'événement. Et évidemment, ça va crescendo au fur et à mesure qu'on se rapproche du jour J. Euh, mais l'un des plus gros challenges, je pense, c'est de boucler le financement. Euh, Créer un festival, c'est culturel, économiquement, c'est dur. Ça veut dire, et puis on a choisi nous le modèle euh, non associatif. On a fait le Donc choix privé. de ne pas avoir de bénévoles. Donc tous les 300, 400, 500 personnes qui travaillent sur l'événement, elles ont tout un contrat de travail. On a décidé de les rémunérer. Donc c'est un modèle qui est un peu alternatif. Euh, Depuis le début? le deuxième, ouais, depuis le début. On a toujours eu cette ligne-là. J'espère qu'on la gardera. Mais ça veut dire pas de bénévoles, une grosse volonté que cet événement il soit mixte et ouvert, donc accessible et donc pas cher. Ça veut dire que on est hyper attaché au fait que le billet d'entrée c'est entre 8 et 10 euros et pour ce prix-là vous allez voir tous les concerts que vous voulez, vous faites tous les ateliers que vous voulez, mais c'est ce qui permet aussi de créer la diversité de public dans notre événement. Les portions servies par les chefs c'est entre 4 et 6 euros que ce soit Anne-Sophie Pic, Mauro Colagrico ou n'importe quel autre chef. Et ça, c'est dans l'ADN de notre événement, c'est hyper important. Mais du coup, ça nous met dans une situation où, pour pouvoir créer cette espèce de grande marmite de chefs, d'artistes pendant 4 jours, le budget, il est colossal. Et ça veut dire que le nerf de la guerre, c'est d'aller chercher des partenaires. Et ça, ouais, c'est pas simple, quoi. On peut parler du budget d'à l'époque, le premier, et aujourd'hui, ce que c'est devenu? Ou tu veux garder ça confidentiel? Pour avoir un Non, ordre d'idée, allez, tu vois, de ce que c'est en à, termes de taf, tu à, vois, surtout de. je sais pas si ce sera très parlant, mais le budget, il a triplé en 8 éditions. On a commencé, ça devait être 400 ou 500 000 euros le budget de la Mhm. première édition. Et là, on va dépasser 1,6 million. Comme ça veut pas dire grand-chose, mais ça vous donne un ordre d'idée de l'évolution. Euh, donc, ben, il faut dire qu'il a grandi, quoi. Quand on a ouvert ce festival en 2016, on n'imaginait pas du tout qu'il allait devenir ce qu'il est devenu. On attendait, je te disais tout à l'heure, 4-5 000 personnes. Il y a eu 12 000. 2023, on clôture avec 45 000 festivaliers. C'est sûr qu'on est passé dans une autre dimension. Le festival, il est devenu le plus grand.
événement food grand public en France, c'est une grande fierté, mais Mhm. ça veut aussi dire qu'on a une grande responsabilité. Parce qu'évidemment que notre objectif, c'est de continuer à le faire grandir, rayonner, mais ça nous met dans une situation, euh, d'un point de vue du modèle, ouais, pas, comme je te disais, pas simple. Le nerf de la guerre, c'est de trouver des partenaires. Et comment vous faites du coup? C'est toi qui faisais ça pendant longtemps, si je dis pas de bêtises, Ouais, c'est et que tu le ça. fais toujours. Mais t'as Je le Bérangère, fais toujours, mais ouais, bah tu sais tout. bah ouais, bah Bérangère parce nous a qu'en fait, rejoint il y a. c'est super marrant parce qu'on se connaît en fait avec Bérangère et enfin, je savais même pas qu'elle bossait C'est avec toi, vrai. donc ouais. Bérangère, elle nous a rejoint il y a un an et demi et 100% de son temps est dédié à ça. Elle a même une personne dans son équipe pour l'aider. Ça veut dire s'adresser à des partenaires, des sponsors, des mécènes. Euh, là où c'est relativement satisfaisant, c'est que la proposition d'être visible sur notre festival, elle plaît. Hmm. Associer son nom, sa marque à un événement comme le nôtre, c'est souvent pas très compliqué. Et puis nous, on a une approche qui est très projet, c'est-à-dire qu'on va jamais faire du placardage de noms. On reste fidèle à nos valeurs, donc nos partenaires doivent être dans la lignée de nos valeurs, c'est hyper important. Et ça veut dire qu'on conçoit un projet avec eux dans la lignée et l'ADN de notre événement. Ça ne doit pas sortir de ce cadre-là. Donc ça nous met quelques limites. On a dû refuser des gros partenaires plus d'une fois pour rester dans ces valeurs-là. Mais il y a cette McDo par exemple. dimension de... Comment? Non, je blaguais, je disais McDo par exemple. Non, McDo ne nous a pas approchés, mais il y a Non, non. des grandes marques un peu similaires qui sont pas dans cette ouais, dimension de bien manger, Ouais, qu'évidemment c'est on vos ne valeurs au doit final, pas vous accueillir. respectez vos valeurs. Ouais, bien sûr, ouais, ouais. Mais c'est essentiel. Hmm. Euh, je reviens là sur le. Je suis pénible avec ça, mais ça m'intéresse parce que je crois que vous avez quand même un gros souci du détail, en tout cas sur la scénographie et tout ça. Quand tu me parlais des bambous tout à l'heure, ça veut dire quoi? C'est que dès le début, vous avez mis à l'honneur les stands faits vous-même, c'était pas des tentes de base. Comment vous avez fait? Parce qu'aujourd'hui Ouais, vous êtes vraiment avec un travail avec des ateliers de menuiserie, vous avez justement tous ces stands-là qui sont construits, peints, décorés, etc. Enfin, c'est tout un travail qui est énorme et d'où justement le nombre de personnes qui taffent autour du festival comme tu le disais. C'est quoi la genèse de ça, la vision, ou est-ce que justement au début tu as démarré avec des tentes en vinyle et ensuite ouais. tu as transformé un peu le truc, ou voilà, c'était quoi Bah, l'idée? tu vois, tu parles de tente en vinyle. Dès le départ, c'est on ne voulait pas démarrer comme ça. On voulait que notre événement, il ait une identité forte, propre. Et quand on Hmm. arrive sur le festival, on sait qu'on n'est pas sur un autre événement. On est au Lyon Street Food parce que on est plongé dans un univers immersif, dans plusieurs univers qui nous sont propres. La proposition, c'est de faire voyager notre public dans différents univers et de ne pas et de ne pas être dans un univers qui soit proche des codes du salon. Donc tout ça nous a amené dès le départ à aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus artisanal et beaucoup plus spécifique en fait. Donc ouais, effectivement, je te disais la première année, quand on a réfléchi à OK, on va accueillir des chefs, on va donc construire des cuisines. À quoi vont ressembler ces cuisines? Nous, on avait vraiment cette volonté de se calquer sur, ben, en fait, la street food, c'est quoi? euh, C'est des gens dans des stands dans la rue. La street food, c'est l'Asie. Donc, le, la première édition, effectivement, on se dit, bah, ces stands, on va les faire en bambou. Et en creusant, qui sait faire des stands en bambou? À l'époque, personne. Donc, on s'est dit, bah, on va les faire nous-mêmes. Ça a été, ça a été un vrai challenge. Je me rappelle de soirées à essayer de faire tenir ces trucs. Et c'est parti un petit peu de là. Et donc, on a progressé chaque année sur cet univers-là.
effectivement, ça fait partie de ce qu'identifie notre public. Ils savent que sur l'événement, tu vas avoir une scéno un peu spécifique, tu vas naviguer d'univers en univers, tu vas passer en Asie, tu vas sur la grande scène de concert, etc., etc. Donc, on veut garder ça et on s'est bien professionnalisé sur cet aspect-là. Et maintenant, on a nos propres ateliers de scéno. Donc, on continue à produire nous-mêmes quasiment l'intégralité de la scéno du festival, mais avec notre propre équipe et nos propres ateliers qui s'appellent les ateliers Nomad Kitchens. Ok, et vous en servez aussi pour vos autres événements, j'imagine, enfin tout ce qui est Ouais, bien sûr. traiteur, Oui. etc. Ouais, ouais. Ok. C'est-à-dire que encore une fois, l'essence de ce qu'on fait, elle est la même partout. L'ADN est le même. Des chefs qui cuisinent devant le public et un univers scénographique propre. Donc effectivement sur le traiteur, on construit nous-mêmes nos stands, nos bars, nos éléments de scéno. Ils nous sont propres, on les voit pas ailleurs, et c'est ce qui fait la différence par rapport à d'autres formats de traiteurs. Ok. Question par rapport au début du festival encore. On a parlé des budgets. Vous avez gagné de l'argent, enfin gagné ou équilibré le budget sur le premier festival. Et sinon, est-ce que vous avez justement eu assez de solidité financière avec l'agence? Comment vous avez fait? Parce que dans le Euh, sens où bah, si tu as perdu de l'argent, est-ce que ça t'a pas découragé? Enfin, tu vois, est-ce que l'équation était peut-être compliquée? Voilà, tout simplement. Des fois, hmm. des moments de vie d'entreprise, quoi. Non, mais tu C'est le un peu disais tout indiscret, à mais c'est l'heure. intéressant, quoi. Non, mais c'est intéressant d'aller sur ces sujets-là. On en parle assez peu finalement. Mais tu le disais tout à l'heure, si on est intéressé par l'argent, il faut pas se lancer dans la création d'un festival a Faut pas priori. faire un festival, oui. Voilà. Nous, l'approche au départ, c'était aussi, on va créer une vitrine pour nos métiers. Et donc une vitrine grand Mm. public de ce qu'on sait faire. Ça partait aussi un peu de là. Donc il n'y avait pas du tout cet enjeu d'en faire un événement qui soit bénéficiaire, rentable. Après, euh, c'est toujours mieux que ce soit à minima équilibré. On se bat chaque année pour que ce soit le cas. La première édition ne l'était pas. Il y en a beaucoup derrière qui ne l'ont pas été. Donc, on a navigué sur la crête à chaque fois. Euh, Globalement, si je fais le bilan des 7 éditions, on doit être grosso modo à zéro, tu vois, avec des années Mm. un peu plus, des années un peu moins. On a toujours réussi à éviter la grosse catastrophe. Et ça tient au fait que notre visitorat, il a augmenté clairement chaque année, qu'on se professionnalise sur la recherche de partenaires, et puis qu'on a une boîte qui est devenue suffisamment solide, Nomad Kitchens, pour pouvoir porter ce risque-là. Ok, bon, au final, en fait, de ce que j'en comprends, c'est que l'image que ça te donne et l'expérience que ça vous procure aussi de faire tout ça, d'avoir cette effusion de chefs, de partenaires, de personnalités de ce milieu-là, ça vous sert votre message aussi 365 jours de l'année sur Nomad Kitchens, donc sur vos prestations de, d'entreprise, Ouais, d'occupation de lieu, etc. Ça vous ouais, c'est légitimise en ça. fait de fou de faire ce festival, même si c'est pas ça qui vous fait gagner de l'argent directement, il vous en rapporte et il fait vivre du coup votre boîte, vos salariés et tout ça C'est exactement ça, indirectement. Morgane. Exactement, c'est exactement ça. C'est notre plus belle vitrine, c'est les- ce que les gens connaissent de nous, c'est avant tout le Lyon Street Food Festival. C'est d'ailleurs difficile de le faire comprendre toutes nos autres activités. C'est vrai qu'elles sont un peu moins grand public. Donc tu as totalement raison, cette vitrine, elle est vraiment belle, on y tient. Et puis, je te parlais tout à l'heure de la transition vers l'entrepreneuriat il y a 10 ans et du fait de vouloir faire des choses qui nous portent. Il y a aussi cette dimension-là, quoi. On adore bosser sur ce festival, ça nous fait vibrer, c'est ce qui nous anime tous les jours. Et ça a pas de valeur, ça. Je te comprends à 10 000%, il n'y a pas de problème. J'aimerais bien être à ta place, hein, parce que c'est vrai qu'à mon avis, ça va être très très cool à organiser et je sais pas, rencontrer tous ces gens-là, les mettre dans un même lieu. Tu vois tout le public aussi qui kiffe après quand le travail est bien accompli, donc c'est vrai que c'est génial.
Et pour parler de ce travail accompli, je fais le parallèle avec ça, sur un truc justement un petit peu plus backstage aussi. Euh, ça veut dire quoi monter ce festival? Parce que comme tu dis, il y a des cuisines, il y a donc toute la technique qu'il y a derrière, il faut un lieu énorme, il y a la scénographie, j'imagine qu'il y a pas mal de risques à prendre en compte, parce que bah, ça Ouais, cuisine, il y a du feu, il y a plein de choses dans des hangars du coup. Enfin, c'était aux subsistances, donc un lieu qui est magnifique dans les bords de Saône au début. Ensuite, vous êtes allé aux usines Fagor-Brandt, si je dis pas de bêtises, donc qui sont des anciens des entrepôts, enfin des grands ensembles au sud de Lyon. L'année prochaine, vous allez aux grandes locaux, enfin cette année, pardon, vous allez aux grandes locaux, qui est un nouveau lieu événementiel lyonnais, un ancien local hangar SNCF, c'est ça? ouais, Et du ouais, coup, c'est mais ça. il faut mettre tout ça dedans. Et c'est pas si facile. Il y a des risques, il y a toute une logistique. Explique-nous un petit peu Non, dans c'est, le. Vas-y, pardon. ouais, ouais, non, non, effectivement, c'est pas simple, mais c'est aussi ce qui est excitant, ce côté nomade. Tu l'as bien dit, on va changer pour la troisième fois de lieu, donc on a cette culture nomade dans nos gènes, hein. Mais je pense que ça fait aussi l'intérêt de l'événement de montrer qu'il est déployable dans des lieux un peu dingues, quoi. Les subsistances, la grande verrière des subsistances, on s'est rendu compte que les Lyonnais connaissaient pas vraiment ce lieu-là, qui est une des pépites de C'est Lyon. magnifique. Et donc, en tout cas, on est très attaché au fait que notre événement, il se produise dans des lieux qui ont une âme. Donc là, tu parlais du Technicentre SNCF, qui s'appelle les Grandes Locaux. Ça va être notre nouveau terrain de jeu à partir de cette année. On est ultra excités à l'idée d'aller produire notre événement là-bas. Alors évidemment, il y a des enjeux. Là, on parle de 40 000 mètres carrés avec des grandes halles, à l'architecture dingue d'ailleurs. C'est un espèce de mini quartier que personne ne connaît trop parce qu'il a été fermé pendant des dizaines d'années, et donc qui va être donné à voir à nos festivaliers, et ça c'est assez génial. Après, effectivement, ça pose des sujets, et il y en a un millefeuille de sujets. Comment on va gérer les flux de public, des sujets techniques, parce que là, on parle d'aller installer des cuisines pour 120 chefs dans d'anciennes usines. Donc, Mm. effectivement, il y a un petit challenge là. Donc pour ça, on s'entoure d'experts de la technique sur tous les sujets. Mais effectivement, c'est ça les grands enjeux. Notre plan d'implantation, c'est le nerf de la guerre d'un festival. Comment on va le déplacer de Fagor jusqu'aux grandes locaux. Donc on y travaille depuis pas mal de temps. Ça va arriver là dans 5 mois. En gardant ce principe d'avoir 120 chefs qui cuisinent, donc 120 mini-cuisines, et en même temps des grandes scènes de concerts, de DJ sets, et en même temps des espaces un peu plus calmes dans lesquels on aura des ateliers participatifs de cuisine, d'œnologie, etc. Et puis des espaces intérieurs, extérieurs, où le public va pouvoir se poser, manger, s'allonger, boire une bière, etc. Donc il y a un beau challenge à chaque fois technique, d'aller implanter tout ça dans les lieux qui sont à la base pas prévus pour ça. C'est c'est super intéressant. C'est quoi les trucs les plus compliqués ou sinon là où la charge mentale, tu vois, elle est la plus forte, mais que le public ne voit pas? Moi, je pense que euh, les trucs compliqués, c'est la technique, et que le public ne doit pas voir que en fait, on a déployé un réseau électrique sur 40 000 mètres carrés parce qu'il n'y en avait pas, pour pouvoir alimenter les fours, les planchas, la lumière d'ambiance, la lumière de la scène. Ça, c'est un gros boulot. Donc là, je parle d'électricité, je parle d'éclairage. Ça, c'est des éléments qui font qu'un festival peut vivre, et qui sont pas tellement visibles au final du grand public. Donc ouais, il y a un challenge technique de ce point de vue-là, ouais. C'est combien de jours de montage sur ce genre de choses-là? Parce qu'il y a les cuisines aussi, elles viennent d'où? Enfin, il y a plusieurs questions en une, mais. Ouais, bah en gros, on met 1 an et demi à préparer une édition.
à bâtir la prog avec les chefs, les artistes, les ateliers, toutes les structures qui vont de près ou de loin participer à l'événement. Ensuite, on se rapproche de l'événement, donc toute notre équipe va s'installer physiquement sur le site 3 semaines avant. Et là, on commence le montage. Le montage est long. On est sur un temps de montage Ok. de plus de 2 semaines. Comparativement à n'importe quel salon, oui, c'est très long. Mais pourquoi? Parce qu'on est dans un lieu qui n'est pas fait pour ça et que on va tout créer de A à Z. Donc on commence effectivement par déployer le réseau électrique, le réseau d'eau, tout ce qui est en hauteur, lumière, son, et puis ensuite on va aller construire tout ce qui est stand, bar pour accueillir les cuisines des chefs, les bars, les espaces d'atelier, etc., etc. Puis on finit par les éléments un peu plus scénographiques, signalétiques. Ok, c'est énorme. Ça veut dire que tu dois faire du partenariat ou payer, je sais pas, les lieux pendant un temps qui est long aussi pour justement toute cette partie-là. C'est-à-dire tu occupes Ouais, l'espace. ouais, on occupe l'espace finalement quasiment un mois. Euh, Ça veut dire que ce sont des modèles qui ne peuvent pas exister dans des lieux de convention classiques. Je veux dire, le modèle Eh oui, économique ne pourrait pas se permettre d'aller louer une halle Tony leur Garnier ou expo. Eurexpo pendant un Ouais. temps aussi long. Ça Ou tiendrait alors pas. il faudrait 1000 personnes sur 4 jours pour monter et encore ça serait peut-être pas C'est ça, faisable. Il c'est faudrait ça. multiplier les RH, sauf qu'après, au niveau économique, tu t'y retrouves encore moins. Ouais, c'est Mais c'est ça. intéressant, tu vois, Euh, aller creuser ce sujet parce que c'est ce qu'on voit pas, tu vois. C'est ce qu'on voit pas. Toi, tu viens, tu vas manger ta petite portion qui a été faite par Dominique Crène ou je ne sais qui, l'Institut Life. L'année dernière, moi, j'avais bien aimé ça, tu vois. Et sauf que derrière, tu vois pas tout le travail et surtout comme on dit, voilà, le modèle économique, le fait que ce lieu-là, il est top, mais aussi, bah, il est compatible avec votre modèle, tu vois. Enfin, c'est ça qui est intéressant à savoir, quoi. ouais, je suis d'accord. Je suis pas effectivement le public ne voit pas ces choses-là, peut-être se rend pas exactement compte de ce que ça implique en amont. Je pense quand même qu'il voit qu'on est à chaque fois dans des lieux qui sont totalement atypiques. Mm. Donc voir exister cet événement dans les usines Fagor ou dans une grande halle SNCF demain, quand même, je pense qu'il y a un truc qui se passe. On se dit waouh, mais comment est-ce qu'ils ont réussi à s'accaparer ce lieu-là et en faire ce truc de festival. Euh, Ça, je pense, ça participe à l'intérêt du notre événement. Après, est-ce qu'ils ont pleinement conscience du boulot que ça représente avant? Probablement pas. Mais bon, c'est pas l'objectif non plus, hein. L'objectif, c'est Non, qu'ils passent non, un bon moment. je sais bien, mais par rapport au podcast, avec des gens qui peuvent nous écouter, qui sont dans les milieux, ou en tout cas qui sont curieux, bah, c'est intéressant de savoir toute la mécanique, tu vois, qui est derrière. J'ai une question, toujours. Comment vous progressez? Tu vois, comment, depuis 2016, vous vous réinventez, vous progressez? Est-ce que tu fais je veux dire un truc bête, tu vois, mais des enquêtes clients? Est-ce que vous faites des focus group où vous mettez pas mal de personnes qui ont participé ou quand je dis participer, ça peut être des chefs, des équipes, des visiteurs, tu vois, autour de la table et vous débattez. Voilà, comment vous faites évoluer Ouais. pour être entre guillemets toujours meilleur ou toujours plus fou, toujours plus innovant. Enfin, je sais pas quel est votre objectif, à toi de me dire, mais c'est intéressant Bah, de voir un petit peu le process. ouais, c'est intéressant comme question, mais je pense dans nos gènes, on aime bien euh, créer des nouvelles choses. Donc, d'une édition sur l'autre, ça sera jamais la même chose. Mhm. Le cœur va rester le même et on va toujours aller pousser certains projets, proposer des nouveautés, des nouveaux espaces. On a lancé une scène de talk qui s'appelle Street Food Stories. On a là, sur 2024, il va y avoir un énorme espace euh, de, de street art et de sport de rue. Donc ça, ces nouveautés, c'est ça qui nous donne l'énergie. Euh, et donc on aime montrer des nouveaux projets chaque année. Et après, il y a quand même une dimension de prog. La programmation des chefs, des artistes, elle se renouvelle d'une année sur l'autre. Donc même si on garde le même squelette, ça va pas être le même festival qu'on propose chaque année.
Et puis dernier point, oui, on est beaucoup à l'écoute de nos festivaliers. Donc on fait des enquêtes de satisfaction sur place et après le festival. On a d'ailleurs énormément de retours et c'est hyper intéressant. Donc les axes de progression, on les connaît et je crois pouvoir dire qu'on sait les adresser. On a beaucoup d'échanges avec nos chefs après le festival, comment ça s'est passé, quels sont les points à améliorer, avec nos artistes, en fait avec tous ceux qui interviennent sur l'événement. Tu peux en parler un petit peu soit de ce qu'on te demande, tu vois, soit de peut-être des fois des choses qui ont été plus compliquées que d'autres. Bon, il y a eu comme tu disais, Le le bug système du de paiement en cashless. 2022, en 22. Voilà, deux questions. Du coup, ce qu'on te demande le plus, tu vas dire, ah, est-ce que vous pourrez faire ci, est-ce que vous pourrez faire ça, ou les trucs qui sont remontés, qui étaient un peu la grogne, tu vois, et qui vous ont permis de vous améliorer. Bah, je me rappelle que la première édition, on a été un peu victime de notre succès. Et donc, il y a eu 3 fois plus de monde que ce qu'on imaginait. Donc, ça a créé des petits soucis de file d'attente. C'est-à-dire que les gens ont parfois attendu 20-30 C'est minutes pour l'horreur, acheter ça. une portion. Ça, c'est l'horreur. C'est tout ce qu'on ne veut pas, c'est ça. Euh, et du coup, on a même eu certains chefs qui étaient en rupture de stock assez rapidement. Bon, c'est une première édition et encore une fois, on a été un peu dépassé par le monde. En fait, on n'attendait pas autant de monde. Donc là-dessus, c'est des sujets où on a énormément travaillé dans la fluidité sur le site. Donc, Le dimensionnement un peu, quoi, de nombre de ouais, stands, personnes le, derrière les stands, exactement. tout ça. Bah, ça va de l'accueil du public dehors. On ne Hmm. veut pas que notre public fasse la queue avant d'entrer. Donc, on a mis en place un principe de billetterie en amont et de système de déchirage à l'entrée qui est ultra rapide. Donc, les gens arrivent, font pas la queue, récupèrent leur carte cashless s'ils l'ont prépayée et ensuite peuvent directement aller au stand. On a mis en place des flux dans le festival qui font qu'il n'y a plus de nœuds d'engorgement. Les gens peuvent se répartir de manière assez, enfin sur tous les espaces. Les gens peuvent s'asseoir. Et puis surtout, sur nos stands de chefs, on a augmenté le personnel derrière les comptoirs, augmenté les quantités. On sait adapter les quantités de portions au public maintenant, et puis mis en place des systèmes d'encaissement qui sont très rapides. Du coup, on a beaucoup moins cette problématique d'attente, quasiment plus. Oui, tu as les gens qui prennent les commandes dans les files directement, qui te font payer, comme ça tu récupères directement. T'es pas obligé d'aller au comptoir directement, tout ça, quoi. Ouais, on met en place ce genre de choses, effectivement. Mais ensuite, on a beaucoup travaillé sur la pédagogie auprès de ces chefs, parce que ils sont dans leur resto, ils n'ont pas nécessairement l'habitude de ce genre d'événement où ils vont prendre Ouais, j'allais 45 demander un peu. 000, 45 Comment 000 tu fais personnes. sortir Ouais. Donc là, certains de c'est, ces grands chefs pour faire ça, quoi. En plus, c'est des bah, petites portions, parce que vu qu'il y en a oui, plein, bah, en tant que public, tu as envie de manger plein de trucs. c'est Donc, l'idée. il faut s'adapter même au niveau du chef. Vas-y, explique-nous un petit peu, ouais, comment tu les fais Euh, sortir, comment tu les as fait adapter. Bah, au départ, honnêtement, c'était pas simple parce que ça n'existait pas notre événement. Les chefs percevaient pas trop. La street food était un peu balbutiante. Donc, dire à des grands chefs, tu vas venir cuisiner une petite portion, tu vas vendre 5 euros, alors que tu as 3 étoiles. Bon, c'était un espèce de challenge. Mais avec l'engouement du festival, euh, en fait, ça devient de plus en plus facile. Le festival maintenant, il est reconnu. Mhm. Et les chefs, ils ont cette compréhension maintenant que, un, la street food, c'est ultra démocratisé. Deux, ils vont passer un bon moment. Ils nous le disent tous, en fait. C'est un peu notre séminaire de fin d'année Ouais, ou bulle c'est d'air ça, ouais. avec l'équipe. Ils vont passer un super moment. Et puis, en fait, ils vont rencontrer plein de chefs, ce qui est pas nécessairement, ça leur arrive pas si souvent que ça finalement. Et puis la prog Ouais. est tellement large que qu'en fait on a des typologies et c'est ça qu'on aime aussi, c'est mettre un Dominique Rennes 3 étoiles San Francisco à côté d'un chef qui vient de démarrer, qui est hyper Mhm. talentueux, mais du coup il y a aucune chance qu'ils se rencontrent ailleurs que sur leurs deux stands côte à côte quoi. Ouais, et Donc puis il y a un il côté y un a peu ce truc de informel la festival, rencontre. quoi. Pardon?
il y a un côté un peu informel et festival Ouais, qui aide, tu vois, dans l'ambiance, la musique, le lieu. C'est pas formel, c'est pas le CIRA qui est un événement aussi dédié plus aux pros, tu vois. Enfin, c'est quand même carrément autre chose pour faire le parallèle, pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu. Mais là, tu as vraiment cette ambiance, je pense, qui aide aux rencontres, à la connexion et maintenant que vous avez fait le taf d'image, bah, qui attire plus facilement, je pense, des chefs de tout horizon. ouais, c'est vrai. Et grand comme nouveau chef, comme plus discret. Ouais, c'est vrai. Ce truc de festival plutôt que de salon, cette ambiance ultra festive, cette promesse qu'ils vont rencontrer plein de monde, et puis qu'ils vont aller à la rencontre du public. Il y a beaucoup de chefs pour qui c'est vraiment moteur, quoi. Aller à la rencontre d'un public en masse, d'un public qui a pas, parfois pas les moyens d'aller. Quand Anne-Sophie Pic vient sur le festival, la plupart des gens qui sont là sont jamais allés manger chez elle. Donc ce truc de rencontre, il est, ouais, je pense qu'il est assez motivant pour les chefs. Je pense aussi, ouais, tu vois, moi je fais le parallèle avec ce que je faisais dans le milieu de l'automobile avant, où, comme on dit, tu vois, ces ambiances festives, ou en tout cas ces valeurs de convivialité, tu vois, de partage et tout ça, ça aide à avoir des participants, des pros et tout ça qui sont dans une autre atmosphère, qui sont dans un autre état d'esprit. Et comme tu dis, c'est pour eux aussi, je pense, un moment de séminaire, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais de dire ah tiens c'est le week-end du street food, j'y vais parce que j'ai envie de me faire plaisir aussi dans mon quotidien et sortir me challenger à faire autre chose, ouais. Ouais, c'est Euh, ça. Ouais. j'ai une petite question, tu prends une commission sur tout ce que vendent les chefs ou pas? On prend une commission qui est relativement limitée. En fait, dès le Il départ, n'y a on se pas de dit jugement, hein, c'est juste pour savoir non, non, il n'y a le pas de business. souci. Dès le départ, on se dit on va pas appliquer un modèle de location d'un espace trop élevé parce que ça sera un frein à la venue de certains chefs. On est quand même en train de leur demander de cuisiner en direct, de vendre en direct, donc il y a une dimension un peu incertaine sur combien de portions ils vont vendre, quoi. Mhm. Euh, donc c'est un modèle qui est plutôt variable avec une commission qu'on prend sur les ventes et qui est relativement faible. Pourquoi? Parce que il faut que ça soit incitateur pour eux de venir. On ne veut pas les mettre en risque. On ne veut pas qu'ils repartent déficitaires de leur événement. Il en est pas question. Euh, donc c'est clairement pas dans le modèle les chefs qui portent l'économie du festival. Ok. C'est quoi, c'est 10-20% du ticket que vous prenez, Ouais, et mais ils payent pas de stand, c'est ça? ils payent un tout petit peu leur stand, Ouais, pour mais c'est de l'électricité, enfin l'ordre de pour. quelques dizaines d'euros, tu vois, donc Ah oui, c'est d'accord. rien. Donc là, C'est comme au en marché, gros, ça quoi. nous permet de payer l'électricité, tu l'as dit, c'est Ouais. exactement ça. Nous, on leur met à dispo ce stand, qui est plus en bambou, mais qui sont pas mal quand même. Et ensuite, ils vendent leurs portions, ils récupèrent leur chiffre d'affaires. Non, notre modèle, comme je te le disais, il est plutôt. Alors, il y a une billetterie sur notre événement. Ouais. Il y a des recettes liées au bar. Ça, c'est ultra important dans tout modèle de festival. Mais il y a surtout, et je te le disais tout à l'heure, des partenaires qui contribuent. C'est le plus gros contributeur du budget du festival, le Ok. pool de partenaires. Ok. Non, très cool. Merci de l'explication. On arrive sur la fin. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Moi, j'aimerais savoir, toi, Emeric, toi, comment tu progresses? Alors, comment tu te réinventes? Comment tu vois de nouvelles choses? Tu t'inspires? Tu les mets en pratique, du coup, pour Nomade et le Lyon Street Food? Quel est Euh, ton Bonne secret? question. Je sais pas si j'ai un secret. Le, le- j'ai envie de te dire que le premier truc qui me continue à me faire progresser, c'est que j'aime mon boulot. J'adore mon taf. Et donc ça, c'est une énergie quotidienne folle. Et donc ça te pousse à progresser
l'événementiel, c'est un métier où l'objectif, c'est que tes visiteurs passent un bon moment, quoi. Et toi, quand tu vas voir tes visiteurs passer un bon moment, bah, ça sera ça, l'ultra récompense. Donc ça, cette mécanique-là, elle te fait progresser obligatoirement tous les jours. J'ai une super équipe, honnêtement. J'ai la meilleure équipe du monde. Et donc ça, on a un travail, une façon de travailler qui est très, très collaborative, très en mode projet, très ouverte vers l'extérieur. Donc on passe beaucoup de temps à aller voir des événements, s'inspirer de voyages, de restos, d'autres festivals. Et Ouais, pas mal vas-y. de... Ouais, justement, je te coupe, mais c'est quoi les festivals, les voyages, tout ça, les restos qui t'ont le plus marqué ces derniers temps et c'est une question que je Euh, posais après, mais du coup, tu vas dessus, donc resto, nous on peu adore importe. voyager et aller à la découverte de restos. Donc tu vois, par exemple, j'étais l'été dernier au Sri Lanka, qui est un Hmm. pays qui est magnifique. Quelque part, c'est inspirant. Là, tu vas goûter une cuisine que moi je connaissais pas du tout. Euh, et donc ça, c'est des choses, le voyage qui nourrissent notre événement. Lyon Street Food Festival, il y a une dimension de voyage dans notre événement, il y a une dimension de cuisine du monde. Donc je t'ai dit, j'ai passé pas mal de temps en Asie, ça résonne beaucoup. Donc dès qu'on peut voyager et aller euh, découvrir la culture culinaire et autres d'un pays, on le fait. Parfois, c'est moins loin, enfin, c'est pas forcément au Sri Lanka, ça peut être à Londres, beaucoup plus proche. Donc ça, c'est des choses qu'on fait très souvent. Euh, D'autres événements, ouais, il y en a Ouais, plein. tu disais d'autres festivals, ouais. Bah, j'adore Rock en scène, moi. Je reviens à la musique, mais j'adore ce Ok. festival-là. Euh, J'y suis allé plein de fois. J'adore ce principe de festival qui est dans la ville, avec une prog de tête d'affiche que tout le monde connaît, mais surtout une prog sur les plus petites scènes où tu sais que tu vas prendre des claques, tu vas découvrir des choses, et puis cette dimension de naviguer dans un parc avec de la scéno, de la food. Je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi leur coup. Mais voilà, tu vois, plus récemment, j'étais au Transmusical de Rennes, toute autre ambiance, mais hyper inspirante aussi. Est-ce que c'est un appel du pied à Rock en scène pour que ce soit vous qui gérez une partie de la food? Allô, Rock en scène. Ouais, mais on a eu des échanges déjà avec eux. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est intéressant parce que j'avais pas prévu la question, mais elle allait venir à un moment et j'ai juste fait cette allusion-là. Euh, comment tu vois votre futur parce que là vous êtes, à moins que je me trompe, hein, vous êtes très lyonnais, c'est ça, Ouais. dans la région. Il y a des volontés de développement, il y a des volontés de faire un deuxième street food festival ailleurs. Je sais pas, aller à Paris, aller à Genève, aller à Marseille. Quel est quel est le plan? Ou peut-être même à l'étranger. Ouais. On me pose beaucoup cette question-là. Euh, Moi, ma réponse est ce bébé-là, Lyon Street Food, on veut continuer à le faire progresser. On veut réussir notre déménagement aux grands locaux et on aimerait à terme qu'il rayonne un peu plus sur notre territoire avec des petits événements, on va dire satellites, qui soient un peu plus larges en termes de territoire. Donc dans nos objectifs, il y a continuer à faire progresser ce festival et faire ces petits événements autour. Évidemment que la question d'aller sur d'autres villes nous traverse l'esprit. Euh, Peut-être que ça arrivera dans un futur proche. Ça lève ça lève des sujets d'emplacement, d'être loin de ses bases. L'événementiel, si on est loin de ses bases, c'est Hmm. compliqué. Donc, et ça lève des points de je pense que vraiment ce qui fait le succès du Lyon Street Food, c'est qu'il est profondément ancré dans le territoire. Il y a 200 structures culturelles qui viennent participer à cet événement. C'est pas du tout que nous, quoi. C'est une scène ouverte à plein de monde. Et si on n'a pas cette attache forte avec son territoire, je crois pas que ça puisse fonctionner.
Donc c'est une réponse un peu de Normand que je fais là, mais en priorité, on continue à faire progresser notre événement à Lyon. Et puis après, s'il y a des opportunités d'aller ailleurs, peut-être qu'on le fera. Ok, ok. Non, mais c'est intéressant de voir ton point de vue là-dessus et le focus est jamais mauvais. Déjà qu'il y a du potentiel sur l'événement en soi, c'est sûr que tu as moyen de le faire grandement grossir, je pense, encore, même si c'est un challenge. Grandir, ça veut pas forcément dire grossir, Mhm. mais, euh, mais l'enrichir en tout cas, avec d'autres éléments programmatiques. C'est plutôt ça notre objectif. Yes, très bien, je comprends. Est-ce que toi, tu as des astuces, tu vois, si tu devais donner des conseils, des astuces à quelqu'un qui veut se lancer dans ce genre de choses ou qui aime le milieu de la food ou qui est peut-être déjà et qui développe dedans ou de l'événementiel du coup lié à ça, bien sûr. Qu'est-ce que tu retiens un peu de ces 10 ans qui viennent de passer, toi? En peut-être Euh, 2, 3 points, si tu arrives à les sortir. Bah, pour être très positif, faut se lancer, quoi. Faut pas avoir peur de se lancer. Et quand je refais l'histoire en arrière, on était clairement un peu fou à l'époque de se lancer dans cette aventure-là, quoi. Donc il y a une dimension, ouais, je sais pas, c'est pas de la folie, mais euh, il faut y aller, quoi. À un moment donné, faut sauter le pas. Euh, le deuxième point, à mon avis, clé, c'est savoir bien s'entourer, quoi. L'équipe, c'est le nerf de la guerre, quoi. Si on n'a pas une bonne équipe, c'est compliqué. Euh, donc là, aujourd'hui, je te le disais tout à l'heure, on a une équipe franchement qui est canon sur tous les volets de programmation, de communication, de recherche de partenaires, techniques. Ça fait la grosse différence. Donc l'enjeu, c'est trouver les bonnes personnes pour s'entourer. Et du coup, peut-être prendre le temps de les trouver parce que pas recruter Ouais, trop vite, enfin avoir les bonnes personnes. Enfin, je parle aussi d'expérience, je pense, c'est vraiment trouver le bon fit. Est-ce que les personnes sont passionnées de son métier, de ce qu'elle va faire avec toi? Enfin, si je traduis, je pense que j'entends ça un peu de ce que tu dis, quoi. mais ouais, enfin, l'événementiel, c'est un métier d'homme, hein, c'est assez simple. Donc les ressources humaines, c'est la clé. Et donc, identifier les bonnes personnes, aligner avec tes envies, tes valeurs, avec des compétences spécifiques, évidemment. Bah ouais, ça fait la différence, ouais. Hmm. Ok. Un dernier point peut-être. Je sais pas, je crois que tu allais peut-être glisser sur un dernier point. S'il n'y en a pas, on... Non, un dernier point, bah, je donne rendez-vous à tout le monde aux grandes locaux du 13 au 16 juin 2024. Donc, 8e édition du Lyon Street Food. On vous prépare un programme qui va être vraiment très chouette. Donc, il y aura 120 chefs, il y aura des artistes sur la grande scène, des DJ sets, plus de 450 ateliers culturels. Et donc, tout ça dans un nouveau lieu qui s'appelle Les Grandes Locaux, qui est un lieu qui fait 40 000 mètres carrés, qui est magnifique et qu'on a vraiment hâte de montrer à notre public. Ok. Est-ce que tu vas recruter, s'il y a des gens qui veulent bosser avec toi, avec vous, Ouais, bien sûr. pour cet événement, comment on Ouais. fait? Bah, il faut s'adresser sur le site du festival. Vous allez trouver nos contacts, remplir un petit formulaire. Et effectivement, on va recruter des staffs pour l'accueil, la gestion des bars, la logistique, etc. Donc, rendez-vous sur le site lyonstreetfoodfestival.com. Vous trouverez toutes les infos pour candidater. Très bien. Bah écoute, merci Emeric. C'était très cool de rentrer un petit peu dans les coulisses de Nomade et du festival, de comprendre comment ça s'est construit, quelques modèles économiques, logistiques, techniques, etc. Qui sont derrière et c'est ce qu'on ne voit pas, disons en tant que public. J'ai vraiment kiffé de prendre ce moment avec toi, cette heure-là qui vient de passer. Je te souhaite une bonne suite. Moi, je serai là en juin. J'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner sur les grandes locaux et puis d'ici là, pour ceux qui nous écoutent, bah, suivez-les sur les réseaux, suivez le Lyon Street Food Festival et vous verrez que je pense que cette année, ils vont encore nous régaler. Merci Morgane, c'était très chouette. Allez, ben on se dit à une prochaine.
À bientôt. Salut. À bientôt. Ciao, ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite, Apple, Spotify, Deezer et d'autres. Il y a aussi des versions vidéo courtes sur Instagram ainsi que la version longue sur YouTube du podcast. Si vous avez un projet ou idée d'événement, de lieu de loisirs, de concept de divertissement que vous souhaitez concrétiser, si vous avez besoin de renfort sur un événement pour de la gestion opérationnelle, ou enfin si vous avez besoin de créativité pour créer une expérience client de dingue afin de faire kiffer les gens, notre expertise pourrait vous être utile. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse hello, @cfklg.com. Merci beaucoup et à très vite.